Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Suzy Tandia, ingénieure qualité et formatrice chez Passétude. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Malik. Bonjour Dr Malik, j'espère que vous allez bien. Bonjour Madame Suzy, je vais très bien, merci, et c'est justement un plaisir pour moi d'être avec vous ce jour dans le cadre de cette interview. Super, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans le cadre de ce deuxième numéro où nous invitons les personnes qui ont eu l'opportunité de poursuivre leurs études en France, de venir un peu nous présenter leur parcours pour aider ceux qui se posent des questions sur les différentes démarches de mobilité en France. Donc, petit rappel, si vous me le permettez, bien sûr, Dr Malik, de marquer cette pause, expliquer à ceux qui se connectent justement pour la première fois sur cette chaîne YouTube, en quelques mots, c'est quoi Passétude. Je ne sais pas si ça vous convient. Bien sûr, tout à fait. Merci. Donc, bienvenue à ceux qui se connectent pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Sachez que Passétude, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement, dans la mobilité et l'insertion en France. Donc, nous accompagnons les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en France, les médecins qui souhaitent également travailler en France. Donc, voilà, globalement, nous offrons de nombreux services. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin d'accompagnement dans ce sens. Nous sommes disponibles, nous sommes à l'écoute. Donc, sans plus tarder, je reviens à vous, Dr Malik. Je pense que les personnes qui nous écoutent ont hâte de découvrir qui est Dr Malik. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter en quelques mots? Ok, je vais commencer en disant que j'ai aussi hâte de faire savoir aux personnes connectées qui je suis. Tant mieux. Donc, effectivement, je suis Malik Bio Idrissou. Je confirme que je suis docteur. Donc, je suis docteur, précisément chercheur, sur les thématiques de la compréhension du fonctionnement du cancer et de leur traitement en utilisant la radiothérapie. Donc, vous êtes docteur en radiologie, si je peux le dire ainsi. Oui, on va dire que mon profil précis, c'est docteur radiobiologiste. D'accord. Quand on dit radiobiologie, c'est en quelque sorte une science qui est au carrefour entre la biologie et la radiothérapie. Et qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon, j'imagine que vous exercez dans ce métier-là après autant d'études, sauf si vous êtes reconverti, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites en ce moment actuellement? Ok, donc actuellement, je suis chercheur. Je travaille sur une thématique de traitement du cancer de la prostate. Donc, comme vous le savez, le cancer de la prostate, c'est un grand problème de santé sur le plan mondial, vous savez. Il existe déjà des traitements du cancer de la prostate. La majorité des patients avec ce type de cancer reçoivent très souvent une radiothérapie. Mais il se fait que la radiothérapie, bien qu'elle a été prouvée être très efficace, bon, on n'arrive pas encore à traiter à 100% tous les patients, en fait. Donc, il y a des recherches qui sont en cours pour améliorer le traitement. Donc, moi, je suis sur une de ces thématiques-là où je fais précisément la combinaison des traitements, traiter le cancer de la prostate. Donc, je fais la combinaison de la radiothérapie et de la chimiothérapie pour améliorer le traitement du cancer. N'étant pas forcément du métier, je me dis ça paraît un peu complexe à demander un certain parcours particulier. En tout cas, qu'est-ce que vous avez fait comme parcours académique pour en arriver là? Bon, alors, pour ce qui est du sacrifice, je vais dire qu'il y a du sacrifice dans tous les domaines, comme vous le savez. Donc, la complexité, je n'en dirais pas autant, mais je dirais plutôt qu'il faut de la détermination. C'est beaucoup plus la détermination. Oui. Donc, moi, mon parcours, c'est que je suis originaire du Bénin où j'ai fait toutes mes études, on va dire jusqu'à la licence. Donc, au Bénin, j'étais technologue de radiologie. Donc, j'étais professionnel de radiologie, en fait. Et à un moment donné, je n'étais pas satisfait de ce que je faisais, ou je dirais plutôt que je n'étais pas satisfait du niveau auquel j'étais. Donc, j'ai décidé du jour au lendemain de poursuivre mes études. Et pour poursuivre mes études, il fallait quitter le Bénin parce que mon domaine était limité à la licence au Bénin. Donc, c'est de ce fait que j'ai décidé de poursuivre mes études en France. Une fois en France, j'ai dû reprendre la licence parce que j'étais en radiologie et
quand on dit la radiologie, c'est plutôt le diagnostic. Et comme je voulais maintenant switcher vers la thérapie, il fallait faire une nouvelle licence pour avoir les bases de la radiothérapie. Donc, une fois en France, j'ai été accepté en licence dosimétrie et radioprotection médicale. Et là, on parlait, en fait, j'ai reçu beaucoup de notions par rapport à la radiothérapie. Et une fois terminé cette licence-là, je me suis dirigé vers un master de physique biomédicale. Donc, quand on dit physique biomédicale, c'est en quelque sorte l'association de la physique et de la biologie. Donc, c'est l'utilisation des moyens physiques pour résoudre des problèmes biologiques, dont le cancer, par exemple. Donc, j'ai fait ce master-là. Du coup, ma licence, c'était à Montbéliard, à l'université de Besançon, précisément à l'IUT de Montbéliard, qui est relié à l'université de Besançon. Mon master physique biomédicale, je l'ai fait à Montpellier. Et une fois ce master terminé, j'ai décidé de poursuivre en thèse. Donc, j'ai fait ma thèse toujours à l'université de Montpellier, une thèse qui s'est déroulée en 3 ans. J'ai fini il y a quelques mois, bientôt 1 an, je vais dire. D'accord. Et ma thèse, on va dire que 3 mois après ma thèse, 3 mois après ma soutenance, j'ai pu décrocher un travail. Ouais. Et donc, du coup, justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez pu obtenir un travail et ça se passe comment? Comment vous pouvez décrire un peu? Est-ce que vous pouvez décrire en quelques missions phares de votre quotidien, ce que vous faites au quotidien, pour donner davantage envie aux personnes qui nous écoutent de se spécialiser dans votre domaine? D'accord, ok. Du coup, le monde de la recherche, il est totalement différent du monde professionnel. Donc, quand tu es chercheur, tu as un projet, tu as un objectif à atteindre et tu te débrouilles de toutes les manières pour atteindre l'objectif. Des fois, ça ne marche toujours pas et il faut justifier, il faut expliquer pourquoi ça n'a pas marché et ensuite proposer des solutions. Donc, moi, on va dire que le quotidien dans mon travail, c'est beaucoup d'expérimentation. Donc, on va prendre ça, tester sur des cellules cancéreuses. On se dit, bon, allez, il y a peut-être tel groupe de chercheurs qui avait fait des études avec tel type de radiothérapie. D'accord, ça a donné tel résultat. Peut-être ils ont obtenu 50% de résultats positifs et tout. Nous, on va se poser la question de savoir, mais bon, pourquoi ils n'ont pas obtenu 100% de résultats? Donc, il faut améliorer ce type de traitement-là. Donc, nous, on va prendre ce traitement et voir, bon, ok, qu'est-ce qui a causé le faible taux de résultats positifs et tout, comment on peut l'améliorer. Donc, on va faire des combinaisons, tester ci, tester ça, tester ça, tester ci. On les teste généralement sur des cellules cancéreuses parce que, en fait, c'est des recherches qu'on ne peut pas faire directement sur l'homme. Comme vous le savez, l'homme n'est pas un cobaye. Donc, on va plutôt les tester tout d'abord in vitro sur des cellules cancéreuses. Donc, c'est des cellules qu'on a récupérées des patients ayant le cancer et on les teste in vitro, on regarde un peu l'efficacité des combinaisons qu'on a essayé et tout. Quand on se rend compte qu'il y a une combinaison qui a bien marché, on se dit, hop, ça c'est le jackpot, il faut continuer encore. Et là, on passe au niveau supérieur qui est l'évaluation sur des animaux. Et l'animal principal qu'on utilise dans le monde de la recherche, c'est les souris ou les rats. Donc là, on va injecter des cellules cancéreuses à ces souris ou à ces rats pour induire le cancer dans ces animaux-là. Et ensuite, on traite ces animaux et on regarde l'évolution du cancer dans ces animaux. On va regarder si nos combinaisons sont efficaces et tout. Une fois qu'on arrive à prouver que c'est efficace, on va maintenant prouver aussi que c'est pas toxique. Et quand on arrive à prouver l'absence de toxicité et l'efficacité thérapeutique, en ce moment, on passe au niveau supérieur qui est l'évaluation dans des humains, chez des patients, chez des hommes. Donc, on va dire que pour résumer en quelques mots, le quotidien de mon travail, c'est tester ci, tester ça in vitro sur des animaux et ensuite sur des hommes, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Dr Malik. En tout cas, c'est très clair. C'est vraiment très clair. Je vous invite à réécouter. C'est vraiment une partie où le Dr Malik il a partagé dans les détails ce qu'il fait. Et ça, en tout cas, moi, ça me donne envie de prendre part à ce quotidien-là. Et est-ce qu'il y aurait des perspectives, en termes de perspectives d'évolution dans votre métier, pour ceux qui s'intéressent à ce métier-là, est-ce que c'est possible de partager ces perspectives avec vous? Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup de perspectives d'évolution dans le monde de la recherche. Du coup, en fait, le monde de la recherche, c'est pas un monde statique. Donc, plus les années évoluent, plus tes années
années de recherche évoluent, plus tu augmentes ton grade, en fait. Donc, quand tu commences, en fait, au fil des années, tu ne fais qu'évoluer jusqu'à ta retraite. Ce n'est jamais statique, en fait. Parce que des fois, on a des fausses idées. Hein. On se dit, non, quand tu es déjà docteur, pour toi, c'est le summum, bien que c'est vrai qu'il y a d'autres grades aussi au-dessus de... Exactement, il y a beaucoup de grades. Donc, je peux dire que, alors on va dire que dans le cycle universitaire, quand on dit cycle universitaire, licence, master, doctorat, le doctorat est le niveau supérieur, n'est-ce pas? Mais quand on passe après le doctorat, quand on passe dans le cycle de la recherche, le doctorat, c'est comme le niveau maternel du monde de la recherche. Vous voyez un peu? Donc, de là, il faut maintenant évoluer. Et en fait, il y a deux on va dire deux principaux chemins en fait quand on est docteur-chercheur bien sûr, parce qu'il faut faire la différence entre un docteur-chercheur et un docteur-médecin. Donc le docteur-médecin, c'est celui qui va directement traiter les patients en fait. Donc le médecin en fait, lui, il comprend le fonctionnement des maladies, il sait faire des diagnostics et il sait que bon, pour telle maladie, il faut telle prescription. Et peut-être qu'on va aller beaucoup plus au niveau des spécialités. Le chirurgien, c'est un expert de l'anatomie qui va ensuite, qui maîtrise bien le corps humain, qui pourra faire des opérations chirurgicales et consorts. Tandis que le chercheur, lui, ne travaille pas directement sur les êtres humains. Le chercheur, lui, c'est celui qui va faire des recherches, comprendre des maladies, les exposer au médecin et dire au médecin, OK, telle maladie fonctionne comme ci, comme ça, et on peut le traiter avec tel médicament. Donc, en fait, les médicaments prescrits par le médecin, c'est des chercheurs qui font un travail de background, une évaluation de ces médicaments et ensuite disent au médecin, oui, voilà, ça c'est efficace pour ça, vous pouvez le prescrire à vos patients en fait. Donc maintenant, pour revenir à la question, donc il y a deux principaux chemins en fait quand on est docteur-chercheur. Soit on veut suivre le chemin de l'enseignement supérieur ou le chemin rien que de la recherche. Ou encore, on peut combiner les deux. Et là, on est appelé enseignant-chercheur. Pour ce qui concerne le chemin de l'enseignement, il y a plusieurs niveaux. Donc le tout premier niveau après le doctorat, c'est d'être assistant professeur. Ensuite, on évolue jusqu'à maître de conférence. Ensuite, on évolue jusqu'à professeur associé. Ensuite, on évolue jusqu'au grade de professeur titulaire. Et là, je peux vous dire que, bon, le grade de professeur titulaire, c'est le highest, en fait. Ouais. Okay. En ce qui concerne le monde de la recherche, bon, il y a encore plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau de postdoctorant junior, postdoctorant senior, après chercheur confirmé full-time. Ensuite, il y a plusieurs autres niveaux, donc directeur de recherche 1. Vraiment bien gradué alors. Vraiment, exactement, directeur de recherche 1, 2, jusqu'à chercheur titré, tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Maintenant qu'on a fait le tour un peu sur ce que vous faites, qui vous êtes, je propose qu'on fasse un peu un feedback sur votre passé, sur les démarches que vous avez dû entreprendre pour arriver en France. Est-ce que vous êtes venu en France, par exemple, après votre bac ou ça s'est passé comment? Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver en France? Ouais, ok. Du coup, je suis arrivé en France après la licence. Et comme vous le savez, le seul chemin ou le seul moyen ou la seule procédure pour poursuivre les études en France quand on est à l'étranger, c'est Campus France. Donc, j'ai fait la procédure Campus France. Je l'ai commencé en 2014 et je suis arrivé en France en 2015. Donc, j'ai suivi la procédure. C'est un bon parcours. Hein. Oui. Donc, j'ai suivi la procédure Campus France du début jusqu'à la fin et finalement, j'ai été accepté dans une université. Et voilà. Ensuite, il fallait faire les démarches pour avoir le visa, sachant bien sûr que la procédure Campus France et la demande de visa, c'est deux procédures différentes qui se suivent. Donc, tu fais d'abord la procédure Campus France, tu obtiens l'inscription et ensuite, on passe à la deuxième étape qui est la demande de visa. Et une fois le visa obtenu, on peut venir en France. C'est ça. D'accord. Et l'admission dans votre université, c'était conditionné par l'obtention par un concours ou bien juste l'étude de dossier? Quels étaient les critères? Est-ce que vous pouvez un peu... Oui. J'imagine qu'il y a des personnes qui se questionnent sur concrètement qu'est-ce que vous avez dû faire face pour arriver à obtenir une admission. Oui.
Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs universités et chaque université a sa manière de procéder. Donc, il faut quand même noter que la majorité des universités fonctionnent sur l'étude de dossier. Donc, moi, la première université qui m'avait accepté, c'était sur l'étude des dossiers. Il faut aussi noter le fait qu'il y a certaines universités qui imposent un entretien et d'autres non. Donc, moi, dans le temps, j'avais fait plusieurs candidatures et je me rappelle que j'avais eu à faire d'entretien avec 2 universités et toutes les autres universités, c'était uniquement sur études de dossier. Et l'université que j'ai finalement choisie, en fait, c'était uniquement études de dossier. D'accord. Et concernant la prise en charge financière, ça s'est passé comment? Vous avez dû faire un AVI ou c'était par prise en charge? Oui, alors pour mon cas, c'était une prise en charge parentale. En fait, mes parents ont été mes garants. Oui. C'est vrai que c'est plus pratique hein, quand on a cette possibilité-là. Oui, tout à fait, c'est bien plus pratique, mais de toute façon, quand ça, c'est pas possible, il y a aussi la possibilité d'AVI, de faire une attestation d'AVI et tout. Ouais. Et j'aimerais savoir par rapport à ces démarches, vous avez des conseils à donner. Vous avez parlé pour votre parcours académique, je me rappelle, j'ai retenu la détermination. Est-ce que justement dans les démarches en ligne, est-ce qu'il y aurait un conseil qui se démarquerait également à appliquer et qui vous a aidé d'ailleurs hein, à obtenir votre admission? Alors, si je dois donner un conseil aux jeunes qui me suivent aujourd'hui et qui aimeraient bien poursuivre leurs études en France, je leur dirais il ne faut jamais rien faire tout seul. C'est très important de se faire accompagner. Moi, je me rappelle, j'avais commencé ma procédure tout seul en fait, et heureusement que mon père avait des connaissances dont les enfants étaient en France et tout. Il m'a mis en contact avec ceux-là. Et en fait, à chaque fois que je discutais avec ces personnes-là, je me rendais compte que j'étais en train de faire de très graves erreurs qui pouvaient me coûter un refus de ma demande, de ma candidature. Ouais. Tout à fait. Donc, moi, je l'ai vécu également. Je l'ai vécu. Exactement, ouais. Donc, franchement, si je dois donner un conseil, c'est de ne jamais le faire seul, de se faire accompagner, soit par quelqu'un qui est déjà en France, qui a suivi la même procédure, ou aussi par des professionnels. Donc aujourd'hui, on ne le cache pas, il y a des professionnels aujourd'hui dans l'accompagnement des étudiants qui souhaiteraient venir en France. Voilà. Donc il faut chercher. On enlève plus que le docteur Lévaux. Petite parenthèse, petite pub, passe étude. Hein. Pour rappel, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes disponibles. Hein, donc, tout à fait. Je vous laisse la parole. Désolée. Et justement, je le reprécise. Ouais. Non, mais justement, je peux le confirmer. Je connais des gens qui ont pris Papas Études qui sont aujourd'hui en France et voilà, reconnaissant voilà, par rapport à Papas Études. Donc, comme je le disais, vraiment, il ne faut jamais le faire tout seul. Il faut chercher des professionnels. Parce que les professionnels, c'est des gens qui maîtrisent bien tous les atouts. En fait, c'est des gens qui maîtrisent bien tout ce qui est lié à la procédure et qui pourront vous donner de bons conseils, qui pourront vous aider à constituer de bons dossiers et tout. Donc, le principal conseil, en plus de la détermination, c'est de se faire pareil. Très important. Merci beaucoup. Je partage vos conseils. Merci beaucoup, Dr Malik. Et justement, pour trouver le logement, vous êtes fait accompagner ou ça s'est passé comment, vos recherches de logement? Alors, justement, pour trouver le logement, je suis aussi fait accompagner. Pas mal de problèmes à beaucoup de personnes. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, une des choses difficiles dans la procédure d'immigration en France, c'est la recherche de logement. Tout à fait. Donc, ce n'est pas facile de trouver un logement à distance. Vous voyez, donc même si vous aussi vous mettez à la place d'un bailleur, quelqu'un vous contacte de l'étranger, oui, je cherche un logement et tout. Bon, vous serez un peu réticent. Aussi, il y a deux personnes, une personne qui est dans le pays, dans la ville, et une personne qui est à plus de 6000 km, bah, j'aurais plus tendance à accorder mon logement à quelqu'un qui est déjà là, en fait, qui est déjà sur le territoire, qui pouvait aller visiter les logements, qui pouvait me faire des retours, qui pouvait traiter avec les bailleurs, voilà, directement, sans que ça ne soit moi, en fait, et expliquer au bailleur que, bon, c'est pour une personne qui vient de l'étranger et essayer de convaincre le bailleur. Mais ce n'est pas facile pour soi-même de convaincre le bailleur à distance. Donc, un deuxième conseil pour la recherche de logement, c'est de se faire aider par quelqu'un qui est sur le territoire. Très important.
Et est-ce que c'était facile pour vous de vous accommoder? Vous quittez le Bénin, vous arrivez en France, un nouveau pays, de nouvelles cultures, nouvelle culture. Comment ça s'est passé votre premier mois? Vous étiez dans quelle ville? Alors, pour la petite histoire, c'était un choc thermique pour moi parce que j'ai quitté le Bénin où il fait très chaud, autour de la trentaine de degrés Celsius. Je me retrouve à Montbéliard, une ville très froide. En plus, c'était au début de l'hiver. Donc, c'était un choc thermique. Je me suis retrouvé dans une ville où la température avoisinait les moins 10 degrés Celsius. C'était pas la joie. Oui. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour préparer psychologiquement les jeunes qui nous suivent actuellement et qui voudraient venir en Europe, bien sûr. En dehors de ça, alors, on peut dire que franchement, les premiers mois, c'est pas du tout facile parce que, en fait, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut s'adapter. Donc, il faut déjà s'adapter à un nouveau monde, en fait, un nouveau pays, un nouveau mode de vie, une nouvelle culture et des fois même à un système d'enseignement différent. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais arrivé et tout, j'étais tout content, tout fier, tout joyeux. Mais après, au fil des temps, tu te rends compte que, bon, quand même, il y a un fossé auquel il faut s'adapter, en fait. Ouais. Et je me rappelle de mon tout premier cours en France, mon tout premier cours. Je rentre, le professeur est arrivé. Il s'est présenté, il a commencé son cours. Moi, je ne savais pas qu'il avait commencé son cours, en fait. Pour moi, c'est toujours dans la présentation, en fait. Parce que pour la petite histoire, généralement, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais au Bénin, généralement, le premier jour de la rentrée, on ne fait pas cours, en fait. Le prof, il vient... Et en général, c'est un peu plus free, hein, c'est la prise de contact. Exactement, oui. Mais moi, une fois, en France, bah, le tout premier cours, le prof, il est arrivé, il s'est présenté en quelques minutes, il a commencé son cours. Moi, je n'avais pas compris qu'il avait commencé le cours. Et j'étais là, je suivais, je l'écoutais. Pour moi, c'était toujours voilà, la prise de contact ou l'explication du contexte de son cours et tout. Et au bout de 30 minutes, mais à un moment donné, j'ai eu le réflexe de regarder de part et d'autre. Je me suis rendu compte que tout le monde était concentré à prendre des notes et tout. Je regarde les notes de celle qui était juste à côté de moi. Je me suis rendu compte qu'elle avait déjà rempli 3 feuilles. Je me suis dit, mais attends, je suis où là? Donc ça, c'était le deuxième choc que j'ai reçu en France. Donc c'est pour vous dire, en fait, c'est deux systèmes totalement différents. Et une fois qu'on est là, c'est aussi bien d'avoir des connaissances qui ont déjà pris par là, avec qui discuter, recevoir des conseils, en fait. Quand on arrive et on est tout seul dans son coin, c'est pas du tout facile. Mais il faut toujours être en contact avec des gens avec qui discuter et recevoir des conseils et essayer de les appliquer. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Dr Malik. Et par rapport justement aux dépenses financières, par mois, est-ce que vous pouvez nous donner juste une tranche, hein? C'est certainement, j'imagine, là, on est pratiquement à pratiquement 10 ans. C'est difficile de se souvenir dans les détails de combien vous dépensiez à ce moment-là, mais est-ce que vous avez souvenir à combien s'élevaient vos dépenses mensuelles? Alors, effectivement, comme vous l'avez su bien dire, c'est difficile de l'estimer, mais moi, je ne l'ai pas du tout oublié, je l'ai toujours en tête parce que moi... Ah ouais, c'est frissonnant, hein? Parce que moi, chaque étape de ma vie est liée à une petite histoire. Donc, pour la petite histoire concernant les dépenses, moi, quand j'étais arrivé... J'aime bien les histoires. J'espère que ceux qui nous écoutent aiment également les histoires. Donc, quand moi j'étais arrivé, je faisais un calcul tout bête. Je ne vais pas oser vous exposer le calcul que je faisais parce que c'était vraiment bête. Mais il s'est fait que sur la base de ce calcul, je dépensais beaucoup sans m'en rendre compte, en fait. Et au bout d'un mois, donc là, je parle du tout premier mois, au bout d'un mois, quand j'ai ensuite converti mes dépenses en francs CFA, je me suis rendu compte que j'étais à plus d'1 million de francs CFA de dépenses sur un mois. Et là, ça m'a permis de rapidement me ressaisir et ensuite, voilà, de me mettre des barrières pour bien gérer mes sous. Au-delà de ça, donc, on peut dire que mon tout premier mois, franchement, j'étais allé au-delà de 1 500 €. Mais quand je me suis ressaisi, à partir du deuxième mois et pratiquement jusqu'à la fin de mon master, je m'ai
dépenses mensuelles ne dépassaient pas les 700 euros. Donc, tout compris en fait, que ce soit le loyer, la nourriture, le déplacement et tout, franchement, c'était autour de 700 euros. Des fois, ça pouvait dépasser légèrement, vous voyez. Et après aussi, il faut noter le fait que ça dépend aussi de la ville. Hein. Pour quelqu'un pour vivre à Paris, 700 euros, c'est vraiment la magie, quoi. Donc, pour quelqu'un qui vit à Paris, on peut dire une moyenne autour de 1000 euros minimum, quoi. Et vraiment, 1000 euros, c'est le minimum. Vous voyez? Donc, moi j'ai vécu donc mes villes, c'était Montbéliard, Metz, Montpellier, Grenoble aussi. Et bon, sur ces villes-là, j'étais autour de 700 euros le mois. Après, quand j'ai commencé ma thèse, en fait, la thèse, quand tu es en thèse, tu es salarié. Donc, je me permettais maintenant d'aller un peu plus au-delà de 700 euros. Ouais. Mais moyennement, j'étais autour de 700. Merci beaucoup, c'est très clair. Et je pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin de cette entrevue. Est-ce que vous aurez un dernier mot à dire à toutes ces personnes-là qui nous écoutent et qui souhaiteraient savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se retrouver comme vous, peut-être pas comme vous directement si votre métier ne les passionne pas forcément, mais quelles sont les démarches qu'elles peuvent entreprendre pour arriver en France? Alors, si je dois dire un truc pour conclure, je dirais que ma décision de poursuivre les études en France a été la meilleure de toute ma vie. Je ne regrette pas du tout, je suis très content, très heureux voilà, pour le parcours que j'ai eu et pour là où je me retrouve aujourd'hui et aussi pour l'avenir en fait. Et, si je dois donner des conseils, toujours se faire accompagner, ne jamais être seul dans son coin pour la procédure. Et comme vous le savez, franchement, les portes de la France sont toutes ouvertes pour toute personne qui veut venir étudier ou travailler, vous voyez. Donc, il y a plein de procédures. La France en a besoin. Bon, je sais pas, je vais pas me permettre de dire ça, mais franchement, les portes de la France sont toutes ouvertes. Et voilà, ouais, quand vous avez le désir de poursuivre vos études ou de venir travailler en France, n'hésitez pas du tout. Il faut être déterminant, faire la bonne procédure qu'il faut, se faire accompagner par de bonnes personnes et ça marche toujours. Merci beaucoup, Dr Malik. Je sais pas pour vous qui nous écoutez, mais moi, je suis très édifiée. Hein. Je ressors de cet entretien avec pas mal de conseils. Vous l'aurez compris, pour réussir les démarches de mobilité en France, il faut de la détermination, il faut se faire accompagner, il faut pas rester tout seul dans son coin. On est tous passés par là. Hein. Ce que le docteur Malik a partagé, moi également, c'est des principes que j'ai appliqués pour me retrouver également en France. Donc, n'hésitez pas à les appliquer. J'espère en tout cas que docteur Malik, ceux qui nous écoutent pourront pratiquer, mettre en pratique les conseils que vous avez, les précieux conseils que vous avez partagés. C'était très riche. Bravo pour votre parcours, hein, bravo, c'est assez impressionnant, c'est assez, franchement, c'est encourageant également, tout votre parcours et je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre transparence aussi. Vous n'avez pas hésité à aller dans les détails, à partager avec nous de manière concrète tout ce que vous avez vécu, votre expérience. Merci pour cela, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi d'être sur votre chaîne et vraiment, je souhaite beaucoup de chance et de détermination à toutes les personnes qui nous suivent et voilà. Et moi également, je vous souhaite la réussite également dans toutes vos démarches de mobilité en France. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager également. Ça peut aider toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo au max et aussi à vous abonner hein, si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, nous allons encore inviter de nombreuses personnes qui viendront comme le docteur Malik témoigner, partager leur expérience, toujours pour vous aider, hein, pour vous aider à réussir vos démarches. Donc, merci. Merci bien. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.